Sujet important, assez complexe, mais passionnant. Il s'agit de la régulation des plateformes numériques et on va en parler avec notre invité, Arthur Millerand. Bonsoir Arthur. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé chez Parallèle Avocat. Sujet que vous révisez tous les jours, j'imagine, parce qu'il est capital. C'est vrai qu'il ne se passe pas plus d'un jour aujourd'hui sans qu'on évoque les plateformes numériques et leur régulation, à tel point que c'est devenu un véritable enjeu politique et économique. L'Union européenne estime d'avoir un rôle à jouer et a récemment publié un projet de règlement intitulé Digital Services Act, le DSA. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous présenter ce Digital Services Act, Arthur ? Avec plaisir, parce que c'est vraiment un texte qui va changer le contexte réglementaire des plateformes en Europe dans les prochaines années. Et c'est vraiment un texte qui est déjà remarquable, publié en projet en décembre 2020, et c'est remarquable parce que déjà, il rénove et adapte la directive commerce électronique qui date de 2000. Et donc, l'Internet des années 2000 a beaucoup changé. C'est plus le même que celui des 2020. Et absolument. C'est dingue. Et donc, là, c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est une création d'un cadre et d'un régime juridique dédié aux plateformes. Et c'est la première fois qu'un texte européen va régir exclusivement ces nouveaux acteurs. Ensuite, vous avez dit à juste titre que c'était un enjeu qui était devenu politique et en fait l'Union européenne veut se saisir de cette occasion de réglementation pour faire comme le RGPD et fixer des standards mondiaux pour en fait fixer un minimum de réglementation pour ces nouveaux acteurs qui ont une activité mondiale, et donc il y a un champ d'application qui est extraterritorial et qui va s'appliquer à des sociétés qui sont établies hors de l'Union européenne. Et enfin, la dernière chose vraiment importante à remarquer et qui a trait à la technique juridique, c'est l'utilisation du règlement qui est applicable dans toute l'Union européenne immédiatement à partir de son adoption, à la différence d'une directive qui, elle, a besoin d'une loi de transposition et qui induisait en fait des délais importants et des disparités entre les États membres. Donc le DSA, très important, et qui vient de pair avec un autre texte qui s'appelle le Digital Market Act et qui, lui, a plus vocation à régir les gatekeepers, donc les très très gros acteurs qui régissent l'entrée dans Internet, et les deux font partie d'un même paquet législatif capital pour la tech. Voilà, que Thierry Breton, bien évidemment, pousse au maximum. Hein. Absolument. Et la France a une position très particulière et très active sur ce dossier. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, Digital Services Act, on l'a dit aussi, le DMA, qui est au cœur de toutes les discussions, le Digital Market Act. Quand vous dites que ces entreprises numériques doivent connaître ce DSA, quelles sont celles qui sont concernées par ces règles, tiens, justement ? Évidemment, toutes les entreprises tech ne sont pas concernées. En revanche, puisque le texte a une application très large, elle vise toutes les formes d'intermédiation numérique, et l'effort du législateur européen, c'est justement de faire une typologie et de mieux définir qui sont ces acteurs, parce qu'initialement, en 2000, on définissait le fournisseur d'accès, l'hébergeur et l'éditeur, ce qui était un peu caricatural pour une réalité aujourd'hui beaucoup plus complexe. Et donc, en fait, vous avez des définitions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Si on prend la plus grande et la plus générale, c'est les services d'intermédiation. En anglais, c'est Intermediary Services. Et ça, c'est donc tout ce qui a trait à la transmission et à la communication, à la fourniture des accès, à tout ce qui est la mise en cache, donc c'est le stockage temporaire pour pouvoir transmettre les informations. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les services d'hébergement. Et ensuite, au sein de ces services d'hébergement, vous avez donc tous les acteurs qui stockent les données d'un tiers, d'autrui. Et au sein de ces services d'hébergement, vous avez les plateformes qui stockent et diffusent des offres de biens ou de services ou du contenu auprès des tiers. Et au sein de ces plateformes, vous avez ce qui est appelé les très grosses plateformes, les very large platforms, qui sont celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs ou d'internautes moyens par mois. Et ces internautes sont vus à l'échelle de l'Union européenne. Donc en fait, ça paraît très gros, mais en fait, on atteint assez rapidement ce seuil, et donc ça déclenche des obligations plus ou moins contraignantes en fonction de la taille de votre business et en fonction de ce que vous faites. Voilà, et puis rappelons que, évidemment, ce DSA touche les entreprises américaines, mais aussi les entreprises européennes et françaises. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. C'est important. C'est pour tout le monde, et c'est à nouveau, cet aspect extraterritorial est très important parce que l'objectif, c'est d'inclure dans le champ de cette réglementation des sociétés qui n'auraient pas de présence européenne. Quand je dis présence, c'est de sociétés en Europe, et qui pourtant viseraient un public français. Donc ça a vraiment vocation à régir le monde, pour autant qu'il y ait une clientèle européenne. Alors, une fois qu'on sait si l'entreprise est concernée, il faut comprendre les obligations.
Quelles sont ces obligations? C'est difficile de rentrer dans le détail, mais pour que vraiment tout le monde puisse comprendre ce soir l'essentiel, la première chose, c'est la réaffirmation d'un principe capital de la directive sur le commerce électronique, qui est que les intermédiaires numériques ne sont pas responsables des informations qu'ils stockent, transmettent ou communiquent au public. C'est vraiment très important à comprendre, parce que ça a pour conséquence l'absence d'obligation de surveillance de ces acteurs, du contenu qu'ils hébergent ou qu'ils transmettent. La deuxième chose, c'est que ce règlement crée beaucoup de nouvelles obligations à la charge de ces intermédiaires, et en particulier des plateformes et des très grandes plateformes. Pour ne pas rentrer trop dans le détail, pour les plateformes, il y a quelque chose qui est publié au moins une fois par an, un rapport sur la politique de modération. Donc c'est là où on voit apparaître une sorte de droit de la modération des contenus, et donc responsabiliser ces acteurs. Et pour les very large platforms, là on voit l'irruption de plus en plus prégnante et très importante de ce qui s'appelle en anglais la compliance, mais ça va être de la compliance des plateformes, avec l'obligation d'avoir un compliance officer en charge de toutes ces obligations. Et la deuxième chose, c'est de réaliser un audit indépendant tous les ans aux frais de la société pour démontrer en cas de contrôle que vous êtes conforme. Et la dernière chose très importante, c'est comment est-ce que se passent les contrôles et comment sont sanctionnés les comportements. Aujourd'hui, dans l'état actuel du texte, c'est laissé à la charge des États membres, avec des sanctions évidemment dissuasives dans la limite de 6% du chiffre d'affaires de l'année d'une société, donc c'est énorme. Pour un géant de l'Internet américain, c'est monstrueux. C'est monstrueux, mais c'est aussi pour montrer l'importance de cette réglementation et comprendre que... Il faut la prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux, c'est aussi important que le RGPD, si on compare en termes de magnitude de réglementation. Mais il y a un gros débat aujourd'hui entre les États qui veulent que ça soit l'Europe qui soit le régulateur de référence et les États qui veulent que ça soit à l'échelle nationale. Et là, on voit bien qu'il y a des pays qui ont, disons, des intérêts divergents. Et l'objectif, par exemple, de la France, c'est d'avoir le régulateur le plus européen possible pour éviter les effets de disparité où il y a des règles plus attractives ou moins dissuasives dans certains pays. Et donc, rétablir vraiment un niveau de jeu commun à tout le monde dans le cadre de la stratégie européenne qui est d'avoir un marché unique numérique. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et oui, il y a toujours ces petites tensions entre États membres. Mais bon, ça, c'est, je crois, dans tous les domaines. Merci beaucoup, Arthur Millerand. Un grand merci à vous. Avocat associé chez Parallèle Avocats.